Salut petits rêveurs, salut petites rêveuses, ici votre grand Pop. Alors aujourd'hui, pour ne pas changer, je vais encore vous parler d'une série avec des monstres. Attendez, je vous l'avais pas dit que je parlais seulement de trucs originaux? Eh bien maintenant, c'est le cas. Alors préparez-vous à être surpris par un débordement d'originalité. Cette série est connue sous le nom de The Strain. Je sais, j'ai vraiment un accent pourri en anglais. Je vais essayer de la refaire. The Strain. C'est mieux là? Non. Bon, tant pis. Chier. Et pour être encore plus original, cette série parle de vampires. Oui, vous avez bien entendu. Et je suis tellement sûr que vous ne vous y attendez pas à celle-là. En tant que grand Pop, je surpasse l'originalité même. C'est vous dire. Sur ce coup-là, on peut dire que je vous aurais bien surpris. Oh là là. Bon, maintenant ça suffit les blagues pourries et les conneries. Passons aux choses sérieuses. The Strain est tout l'opposé des séries et films de vampires du moment qui nous offrent une vision du vampire qui est relativement classe, on peut le dire. Et vous voyez très certainement de quoi je parle. Donc si vous en avez marre de voir toutes ces séries à l'eau de rose et que vous avez envie de revenir au bon vieux temps avec des vampires bien flippants, eh bien vous allez être servi. Donc si c'est ton cas, petit rêveur, petite rêveuse, tu as toqué à la bonne porte. Bon, par contre, si tu es venu voir une série des plus sublimement magnifiques, eh bien tu ne vas pas perdre totalement ton temps. Je m'explique, c'est vrai que c'est une série originale de par son scénario et son graphisme, mais elle est très loin d'être parfaite, car elle a quand même pas mal de défauts non négligeables. Ma petite critique va s'étendre sur les 2 saisons de The Strain actuellement sorties. Enfin, petite critique, pas tellement, donc préparez-vous bien confortablement pour ce qui va suivre. The Strain est une série américaine d'horreur, née de l'imagination débordante et parfois tordue, il faut bien l'avouer, de Guillermo del Toro, avec l'aide de son acolyte, j'ai nommé Chuck Hogan. J'adore son nom, on dirait un mélange de Chuck Norris et de Logan en Wolverine. Et produite et diffusée par la chaîne américaine FX. Cette série est basée sur un bouquin en trilogie coécrit par Del Toro et Hogan eux-mêmes, publié de 2009 à 2011 que sont La Lignée, La Chute et La Nuit Éternelle. Assez vite, un projet de comics adaptant les romans voit le jour dû au succès de ces derniers. Juste une année après la sortie de la trilogie s'ensuit 11 comics. On peut dire qu'il ne perd pas de temps, le petit Guillermo. Et enfin, continuant de recycler son œuvre, Del Toro remet le couvert avec l'accord de Cartoon Cues pour produire sa série sur FX. La série a commencé sa diffusion depuis juillet 2014 et a déjà été relancée pour une 3e saison qui s'annonce plutôt palpitante. Assez loin de la tendance moderne qui fait des vampires des êtres des plus hautement sensibles, capables d'éprouver les plus humaines des sensations, la trilogie, le comics et la série de Del Toro et Chuck Hogan renouent quant à elle avec l'origine des premiers mythes et légendes entourant les vampires, celle de leur nature sanglante et destructrice envers l'homme. Et d'ailleurs, le nom de Guillermo del Toro ne vous est sans doute pas étranger, puisque c'est au réalisateur mexicain que l'on doit notamment le film de Cronos, mais également Hellboy 1 et 2. Moi, j'en reviens toujours pas que c'est lui qui a créé Hellboy. Et ce n'est pas tout, il a aussi fait Blade 2, pour ceux qui le connaissent ou s'en rappellent, parce que c'est vrai que c'est un film pas tout jeune. Et attendez, ce n'est pas fini. C'est lui aussi qui se cache derrière le très dérangeant Labyrinthe de Pan. L'un des films le plus space, dérangeant et malsain que j'ai jamais vu. Mais c'est vrai que ça manque des films comme ça au cinéma de temps en temps. Et je vous ai réservé le plus beau pour la fin, bien évidemment, Pacific Rim. Oui, bordel! On peut dire qu'avec celui-là, on finit en beauté. En tout cas, je le remercie pour tous ces super films qu'il a sortis. Et on peut dire qu'avec tout ça, on en aura pris plein la gueule. The Strain raconte comment un groupe de personnes se retrouve lié après qu'une invasion vampiresque se soit emparée de New York. L'histoire commence quand un avion atterrit à l'aéroport new-yorkais JFK et s'immobilise pendant de longues heures sans le moindre signe de vie de ses occupants. Dépêché sur les lieux, un scientifique spécialisé dans les épidémies, Ephraim Goodwither, non, c'est une blague, il appelait son personnage Beau-Temps. A vrai dire, j'en reviens toujours pas. Del Toro devait sûrement manquer d'inspiration à ce moment-là. Bon, retournons à notre petite synopsis. Et la chimiste Nora Martinez constate que 210 personnes présentes dans l'avion, seules 2 ont survécu. Pourquoi? Comment? Que s'est-il passé dans cet avion? Les 2 scientifiques ne sont pas au bout de leur surprise car à l'intérieur de l'avion, dans la soute, ils découvrent un étrange cercueil par lequel pourrait bien venir la fin de l'humanité. Alors est-ce que ce synopsis vous a mis l'eau à la bouche ou même attisé un petit peu votre curiosité? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Le pilote de la série qui dure quand même un peu plus d'une bonne heure, il faut quand même le préciser,
nous plonge directement dans une ambiance bien sombre et bien glauque, avec un suspense qui nous garde en haleine tout du long tout en posant quelques bases pour l'intrigue, ainsi qu'une belle panoplie de personnages intéressants, dû notamment par un casting tout aussi intéressant, avec Corey Stoll qui incarne Efrain Goldwasser, l'acteur qui s'est fait connaître grâce à sa prestation dans la série House of Cards. Ensuite, il y a David Bradley qui joue le rôle d'Abraham Setrakian. Oui, souvenez-vous, le vieux rusard dans Harry Potter. Et ce n'est pas tout, le vieux a quand même joué le rôle de Wadley Frey dans Game of Thrones. Plus tout jeune le vieux, mais il en a toujours à revendre. Mais encore Richard Sammel qui nous offre une très belle interprétation de Thomas Edgeworth, galère à dire son nom, qui est aussi le nazi dans Un village français, le nazi dans La vie est belle, le nazi dans Inglourious Basterds, le nazi dans SS 117, et qui ne voulait plus jamais jouer les nazis, qui joue donc un vampire allemand, qui cligne des yeux à l'horizontale et qui appelle le vieux mitaine The Jew. Et d'ailleurs en passant, vous trouvez pas qu'il a un petit air de famille avec Voldemort? Non. Et enfin, l'acteur le plus badass de la série, j'ai nommé Kevin Durand. Attends, mais c'est quoi ce nom qui n'a absolument rien de badass? Peut-être qu'en le disant en anglais ça sonnerait mieux. Kevin Durand. Ah ouais, là c'est déjà bien mieux. Et même son nom d'acteur a subi la panne d'inspiration de Del Toro. Vassili Fett. Enfin pour dire que c'est un casting assez bien réussi avec des acteurs qui ont joué un peu dans tout. Bien, maintenant que l'intro est faite, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait de The Strain une série originale mais pour autant pas si exceptionnelle que ça? Déjà, pour une fois on nous a pas sorti une de ces séries qui tournent dans l'investigation. Car oui, il y a pas mal de séries qui s'en servent pour remplir une bonne partie de leur épisode, voire carrément tout l'épisode. Ni du côté médical et ni encore dans la romantique. Cette fois-ci, nous sommes bien dans de l'horreur. On nous montre des vampires violents, sans cœur, sans possible retour à un état normal, et surtout ultra laids et méga dégueulasses. Faut bien l'avouer, mais ça fait plaisir. Par contre, la série exploite très bien ces genres avec un peu d'investigation scientifique d'un côté, épidémie horrifique de l'autre, de plus qu'une conspiration mondiale qui la rend davantage plus intrigante. D'autant plus qu'il y a pas mal de choses dans cette série qu'on ne retrouve pas ailleurs, comme un univers fantastique cohérent, une histoire solide qui sait où elle va, un mélange de mythologie monde moderne qui est assez sympathique. La série a l'intelligence de mêler le fantastique à une réalité bien pragmatique et tout aussi terrifiante, sans surenrichir dans les explications pseudo-scientifiques ni virer dans l'invraisemblance totale. Un autre point que je trouve intéressant, c'est la particularité des vampires de The Strain, qui est double. D'une part leur look mi-zombie, mi-créature pensée selon le moule d'Alien, et d'autre part la faculté attribuée à ces créatures de ne pouvoir tuer que les êtres dont ils étaient proches de leur vivant. Développée durant la première saison, cette approche romantique se relève à la fois singulière et atypique quand on constate la noirceur et la dose d'hémoglobine qui sont versées à l'écran. On peut dire que c'est un milieu d'une histoire vampirique à l'eau de rose version toilette. Oh, excusez-moi, Twilight. En revanche, il y a quand même quelques points qui me paraissent pas très logiques, voire exagérés par moments. Comme la totale inaction où New York est coupé du reste du monde me semble peu crédible. Surtout New York quoi. Encore ça aurait été un bled paumé, là je dis pas. Et encore ce n'est pas tout, on dirait que pile poil à ce moment-là, tout l'état fédéral s'est cassé en vacances. Non, c'est l'une des parties qui m'a un peu titillé, surtout qu'Internet n'est certainement pas le seul moyen de communication. Enfin bon, passons, ce n'est qu'un détail après tout. Del Toro aime bien recycler bon nombre de clichés et de scènes de ses précédents films. Le réalisateur mexicain adore apparemment le thème vampirique ou encore monstrueux, lui qui avait tourné son premier film Chronos sur le même thème. On n'échappera donc pas à des séquences aux airs de déjà-vu, telles que l'autopsie de Blade 2, aux vampires et à leur mandibule orale, Blade 2 également, à l'éternelle menace nazie dans Hellboy, et même à une silhouette semblant s'échapper du labyrinthe de Pan. Quant au reste, machination, complot, balles en argent et cercueil viendront compléter un certain classicisme nécessaire à toute bonne histoire de vampire. Cependant, j'ai l'impression qu'il se trame une vraie vision politique derrière The Strain qui reflèterait les angoisses des spectateurs face à la violence des riches. Ce n'est pas un hasard si le personnage de Palmer a dans le présent tous les apparats de l'homme d'affaires richissime. Ce n'est pas un hasard non plus si les humains de la classe moyenne accèdent plus au statut de vampires de bas étage qui vivent dans les égouts qu'à celui de vampire bourgeois. Je pense que cette première saison reflète les angoisses des spectateurs et la menace constante que fait peser le capitalisme sauvage. La question du fascisme, de la politique traverse le cinéma de Guillermo del Toro et ne pas oublier qu'il est l'un des producteurs de films de son pote Cuarón, Les Fils de l'Homme.
Bref, je pense que mon idée politique de The Strain ne soit pas à côté de la plaque. Car j'ai pu le constater que cette vision politique a été reprise dans la saison 2, mais beaucoup moins subtilement. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus car sinon on n'en a pas fini. La saison 1 de The Strain parvient tout de même à montrer ponctuellement que son potentiel est bien réel. Les flashbacks parfois un peu maladroits concernant la jeunesse du chasseur de vampires Abraham Tsetrakian en sont un bel exemple, puisqu'ils aident plus qu'autre chose à développer la mythologie du show avec une sensibilité qui manque souvent au reste. Ensuite, si l'exterminateur Vassili Fett est occasionnellement mal employé, l'interprétation de Kevin Durant fait de lui un atout indispensable à l'équipe de Good Wither. Il ajoute de l'humour, de la réflexion et délivre tout ce qu'on peut attendre dans les scènes d'action. Malheureusement, il tend parfois à être l'exception. De plus, si certains personnages stéréotypés comme Gus, un petit criminel payé par les vampires pour transporter des objets, tardent à révéler sa véritable pertinence, elle a le mérite d'avoir au moins un réel potentiel pour la suite. Tout comme Vassili, Gus est pragmatique et c'est quelque chose qui est nécessaire pour que la série puisse aller de l'avant. D'autres éléments de la saison suivent également cette voie et pourraient devenir vraiment intéressants par la suite. Malheureusement, ils sont souvent noyés au milieu du reste, perdus dans les situations qui tombent à plat, les scènes redondantes, les rebondissements frôlant le ridicule, des dialogues souvent évasifs et expédiés, et de façon générale un manque édifiant d'efficacité. J'allais oublier, mais c'est qu'il est oubliable hélas, le personnage de Zach, le fils d'Elframe. Campé d'une saison sur l'autre par deux jeunes comédiens insipides, Zach est à lui seul un gros point négatif de cette série. Déjà que le personnage en lui-même est chiant, alors en plus avec le très mauvais jeu d'acteur, ça n'arrange rien du tout. Et plus vous allez le revoir, et moins vous allez le supporter, c'est vous dire. En tout cas, c'est mon cas. Mais là où la série se rattrape bien, c'est sur la production design. C'est bien la seule chose qui n'a pas décliné après le pilote de Del Toro. Je reviens toujours pas comment les prothèses sont bien foutues. C'est simple, cette série est affreusement dégueulasse, mais dans le bon sens du terme bien évidemment. Dans le sens où les fans de gore vont prendre une claque dans la gueule à chaque séquence horrifique. De plus qu'une bonne mise en scène soignée, des effets spéciaux réussis concernant les vers par exemple, ainsi que des combats très réalistes, notamment avec les décapitations de vampires avec leurs belles langues longues de 3 mètres. C'est dégueulasse, on peut le dire. Et des méchants qui ont de la gueule, excepté, attention, petit spoiler, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, je les invite à passer juste après. Excepté le Big Boss qui a vraiment une sale gueule de merlan frit, on peut le dire. Même ses sbires ont plus de charisme et sont bien plus effrayants que lui. C'est pas croyable. La première fois que je l'ai vu, j'étais trop dégoûté. Je m'attendais à tout sauf ça. Peut-être qu'ils ont fait ça pour toucher un plus large public, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment été déçu par l'apparence du Master. Mais attention, ne vous y trompez pas. La série ne surfe pas que dans le cradingue à la Walking Dead. De par sa thématique, elle explore un gore fantastique assez génial, qu'on retrouverait par exemple dans le film The Thing. C'est à la fois dans un univers kitsch et flippant que The Strain évolue, tout en gardant une approche la plus scientifique possible. C'est ce qui rendait cette série si intéressante. Elle était bien partie, mais cela ne l'a pas empêché de déraper comme bon nombre de séries qui avaient l'air tout aussi prometteuses. Alors quoi? Est-ce que The Strain mérite d'être vu? La réponse est oui, si vous cherchez une série d'aventures horrifiques finalement très second degré, qui va piocher dans tous les sens et amusera par ses multiples références et clins d'œil, et qui vire tout de même vers une conclusion bien loin de l'insupportable happy end. Avec des gentils résistants acculés par des très vilains vampires. La réponse est oui, si vous êtes à l'affût de scènes très réussies et d'autres à se moquer la bouche pleine de popcorn. Et enfin, la réponse est non pour toutes les raisons que je vous ai évoquées plus tôt. Car si cela vous gêne de voir une série avec des défauts, alors passez votre chemin. Mais après, c'est à vous de voir si cette série peut vous correspondre. Dans les deux cas, comme le crie si bien Elframe, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Bien, maintenant passons aux questions pour la review des rêveurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vous pose quelques questions sur la série dont je vous ai parlé, et vous me donnerez vos réponses dans les commentaires. Ensuite, je prendrai vos meilleurs commentaires pour en faire une vidéo spéciale avec vos avis. Voilà pour ça, tout de suite, les questions. Alors, quelle est la scène d'horreur qui vous vient en premier à l'esprit dès que vous pensez à la série ? Et quelle est la chose d'après vous qui manque le plus à The Strain
qui aurait rendu cette série bien plus cool? Voilà pour la question, et j'attends vos commentaires avec impatience. Et d'ailleurs, j'ai volontairement omis de donner des détails et de parler de la saison 2 pour éviter de vous spoiler, car je préfère que vous la découvriez par vous-même. Comme ça, vous pourrez me donner votre propre opinion, car sachez que mon avis n'est pas universel. Non, je déconne, évidemment qu'il est. Je suis quand même le tout-puissant grand pop. Au final, c'est une série qui avait tout pour plaire, mais qui n'a pas su prendre de réelle initiative. Certes, elle en a quand même pris quelques-unes, mais qui n'ont eu aucun enjeu majeur dans la série, préférant choisir la facilité en suivant à la lettre les romans de Del Toro, plutôt que de prendre des risques qui auraient bien élevé le niveau de la série. C'est pour ça que selon moi, cette série reste insatisfaisante. C'est vraiment dommage car elle avait un réel potentiel pour être une série qui aurait cartonné. Même si, n'exagérons pas, il y a quand même pas mal d'éléments qui la rendent bien sympathique. Mais malgré tout ça, je garde espoir que la suite peut nous réserver quelques belles surprises. C'est donc une série que je vous invite quand même à découvrir. Bien évidemment, si vous en attendez beaucoup de cette série, vous allez être plutôt déçus. Mais si comme moi vous voulez juste la regarder pour passer un bon moment, alors pas de soucis, ça va vous plaire. J'en suis sûr puisque je suis le grand pop et que vous êtes mes petits rêveurs. En tout cas, laissez-moi un pouce galactique si vous avez envie de regarder cette série. Et sur ce, je vous dis à très bientôt mes petits rêveurs. Bye!